صباح الخير ومرحبا بضيوفنا الكرام. Excellences, Mesdames et Messieurs, ladies and gentlemen, my name is Manal Bernoussi. It is an absolute pleasure and honor to be with you here today. This session will be conducted in English, French, and Arabic, so please make sure that you have your headsets available. If you need live translation, or just raise your hand and someone from the team will be happy to assist you. Mesdames et messieurs, cette session sera conduite en anglais, français et arabe. Assurez-vous d'avoir les casques d'interprétation simultanés, étant donné que nous allons basculer d'une langue à l'autre. I am genuinely excited for this conversation. I am absolutely delighted for what is coming next and delighted for you to witness this conversation. As a former corporate executive, as a current entrepreneur, as a mother of a 9-year-old daughter and son, I think that advancing the conversation around women leadership is really something that resonates deeply with me on both a personal and professional level. Women in leadership embody diverse perspective, they embody resilience, vision, and they really have the power to create transformative change, not just in organizations, but in society at large. So today we are here to explore the challenges, the opportunities, and the breakthroughs in advancing gender equity and empowering women to lead in all spheres. I know that you are many following us on the streaming. We're so glad to have you with us as well. Please make sure you put in your comments on and questions in the comment section, and use also the WOVA app in order to interact with us. If we have enough time at the end of this session, we'll be happy to take some questions from the audience. It is my great privilege to moderate this panel, bringing together brilliant minds, absolutely inspiring role models. It is such an honor for me to be here and to be accompanied by Mrs. Fadimatou Nuchemo, Director at AfriJet Business Service, Ms. Oluwatosin Olizende, Chief Executive of Monafric, Dr. Mona Mourad, co-founder and CEO of Onair Group, and I'm going from left to right. Her Excellency Dr. Dean Kita, UNFPA Deputy Executive Director at United Nations Assistant Secretary General. Son Excellence Madame Camélia Doutemo Leclerc, Ministre of National Education, Vocational Training and Civic Education, Republic of Gabon. Her Excellency Madame Elisabeth Moreno, Chairwoman of Ring Capital and former Minister. Ms. Olufumi Adepuju, Managing Partner at Pearl Mutual Consulting, and Ms. Hilda Luca, Founder and CEO of Mitchell. Let's please give them a very warm round of applause. Ladies, it is such an honor to have you with us here today. Mesdames, je vais basculer en français. Je démarrerai en français. Nous allons faire 2 tours de questions. Hopefully 2 rounds of questions for a minute for each question, for us to cover all the topics and really to gain and learn from your experiences. And then we will transition to a second round. We will dig deeper into your personal experiences and solutions. Alors, Madame la Ministre, Excellence, nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. Je vais démarrer par vous. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, chargée de la formation civique de la République gabonaise. Pour démarrer ce panel, selon vous, quelles sont les principales stratégies que les organisations, les gouvernements devraient mettre en œuvre pour accroître la visibilité des femmes dans les postes de leadership ? Permettez-moi d'abord, au nom du président... Je vous demanderai s'il vous plaît à toutes de rapprocher le micro et de l'allumer quand c'est le moment et puis de l'éteindre. Merci infiniment. Excellence. Permettez-moi d'abord, au nom du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, de remercier Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour l'accueil chaleureux de cet événement qui est placé sur son très haut parrainage. Le Gabon se sent toujours bien au Maroc et les Marocains, bien entendu, sont chez eux au Gabon. En ce qui concerne... En ce qui concerne la visibilité des femmes leaders, je dirais qu'il faut commencer à la base par l'éducation des jeunes filles.
L'éducation des jeunes filles doit nous amener, par exemple, moi qui suis ministre de l'Éducation nationale, à avoir un système éducatif plus inclusif, plus sûr, plus sain et qui garantit une certaine sécurité à la jeune fille. Et ça fait en sorte qu'il faut que notre système éducatif soit plus transformateur de genre pour favoriser la responsabilité et le leadership des filles. Il faut faire éclore ses talents, il faut polir toutes les pierres précieuses que sont toutes les jeunes filles. Il faut bien sûr accélérer tout ce que nous avons pu avoir comme acquis sur les questions de genre, la valorisation du leadership féminin, la place des femmes, mais il faut surtout sortir de toutes les recommandations, toutes les résolutions, tous les textes qui ont déjà été pris pour être plus concrets sur le terrain. Il faut aller vers plus d'action. Il faut permettre à ces femmes de pouvoir accéder à des accélérateurs de croissance. Une femme qui a un business, mais qui n'a pas de financement, ne pourra pas valoriser ce qu'elle sait faire, ni en termes de projet. Ça restera à l'étape embryonnaire ou ça restera malheureusement dans les placards. Il faut leur permettre de pouvoir prendre leur place dans tous les défis, les grands défis mondiaux, tels que le changement climatique, les questions de paix, de sécurité, parce que les femmes sont médiatrices de paix, elles sont source de vie, elles mettent au monde. Elles sont d'abord 52% de la population et elles mettent au monde les 48 autres. Donc elles ont une influence, ce sont elles les piliers de la société. Et quand on doit reconnaître que dans nos sociétés, ce sont elles qui peuvent accélérer les choses. La reconnaissance de leur impact sur le plan financier est également très très important. Et c'est de faire comme ici au MEDES, de faire en sorte qu'on puisse les inviter dans des rencontres de très haut niveau. Ce panel aujourd'hui du MEDES, je voudrais vraiment remercier la Fondation Amadeus parce que chaque année, il y a toujours une visibilité qui est donnée aux femmes. Il faut leur donner la parole comme vous nous le permettez aujourd'hui. Mais surtout, il faut qu'elles aient confiance en elles, qu'elles puissent briser les plafonds de verre, mais décoller aussi leurs semelles et leurs chaussures du plancher pour aller vers leur destinée. Être dans des réseaux forts. Parler de la sororité ne doit pas être quelque chose de tabou. Au contraire, il faut être fier de rencontrer d'autres sœurs, d'apprendre de ces femmes-là et de se nourrir nous-mêmes et d'avoir une vraie communauté de bonnes pratiques. Et c'est pour ça que si vous me permettez, je voudrais regarder dans la salle et les femmes qui sont là, si elles comprennent le français, parce qu'on parle en anglais et en arabe ici. Si vous êtes là, s'il vous plaît, mesdames, et les messieurs aussi peuvent nous aider, je voudrais simplement que vous m'aidiez à dire quelque chose de très simple. Je suis précieuse et j'ai du talent. Est-ce que les femmes peuvent répéter ça? Je suis précieuse et j'ai du talent. Toutes les femmes leaders se mettent debout, tiens, voilà, essayons de voir, voilà, que et toutes les femmes ici. leaders se mettent debout. Et même nous-mêmes Jami, Anissa, on veut vous voir. On veut All nous ladies voir. leaders, please stand up. Je suis précieuse et j'ai du talent. Est-ce que les femmes de ce panel aussi peuvent le dire? Je suis précieuse et j'ai du talent. Je suis précieuse et j'ai du talent. Voilà comment on donne de la visibilité à des femmes leaders de pouvoir affirmer qu'elles sont précieuses, qu'elles ont du talent, qu'elles comptent pour cette société et que nous allons bien prendre nos places et bien plus que ce qu'on nous en donne. Merci. Merci infiniment, Madame la Ministre. Eh bien, je vous l'avais dit, hein, ce panel promet positive vibes all the way. This is just a glimpse of what you're in here for, ladies and gentlemen. So please stay with us. Merci infiniment, Madame la Ministre, pour ces propos inspirants, pour effectivement ces mots que nous avons besoin d'entendre pour prendre plein pouvoir et oser prendre la parole. Merci à vous de montrer la voie et je vais me tourner vers vous, Dr. Dienkita. I know that you're perfectly multilinguist, so I'll go ahead and ask you the question in English, but please feel free to use the language of your choice. You're Deputy Executive Director for Programs at UNFPA, formerly Guinea's Minister of Cooperation and African Integration. You bring nearly 30 years of UN experience, including leadership roles in Mauritania, Benin, the DRC, and Nigeria. And you have led efforts in both public health, gender equality, and also in sustainable development. Dr. Keita, what initiatives have you seen that have had a lasting and transformative impact on fostering women's leadership, particularly in developing regions?
Merci beaucoup, Manal. Le français est l'une des langues officielles du Maroc, donc je vais utiliser le français plutôt que l'anglais. Tous les exemples sont bons pour encourager le leadership féminin. Le plus important, en fait, c'est la stratégie de développement que peut mettre un pays en place à partir de la petite fille de 10 ans. Parce qu'on ne s'improvise pas leader du jour au lendemain. Ça commence doucement. Il y a une personne très sage qui a dit qu'on ne peut pas être le maître d'une discipline dont on n'a pas été l'élève. Donc tout s'apprend. Même devenir un leader s'apprend. On n'est pas leader, même si on a un charisme personnel. Et donc les meilleures stratégies, c'est vraiment le mentoring, l'accompagnement. Et cet accompagnement va avec tout le monde. J'ai de la chance de vivre dans un monde où aussi bien les hommes que les femmes accompagnent le leadership féminin. Je travaille pour les Nations Unies et pour cela, nous sommes entourés de beaucoup de positivité masculine, qui est une des stratégies de l'Union africaine, mais encore l'éducation, Madame la ministre de l'Éducation qui vient de parler, l'éducation est essentielle. Mais l'éducation, entendez-moi bien, l'éducation formelle, mais l'éducation informelle aussi. Et l'éducation, s'il vous plaît, commence à la maison. Et aujourd'hui, beaucoup de parents ont abandonné ça à la télévision et aux instituteurs à l'école. Ça ne marche pas comme ça. Les valeurs se donnent à la maison d'abord, quand on peut évidemment. Je ne parle pas des situations en extrême pauvreté. Et ces valeurs-là se donnent aux filles et aux garçons pour exprimer le leadership. Parce que si on ne le fait pas, si c'est la mère qui envoie son fils jouer au ballon et demande à sa fille de venir l'aider à préparer la cuisine, on a un problème. On a un problème très sérieux. Donc ça commence vraiment par les valeurs civiques qui sont inculquées depuis l'enfance et cet égalitarisme qui permet à une femme de se dire « je peux faire la même chose que mon frère, je peux aller jouer au football si je suis bonne en foot. Je ne dois pas simplement me cantonner en cuisine. » Et si on parle de leadership, vous le savez comme moi, que bien que on cantonne la dame à la cuisine, à la couture, les meilleurs couturiers sont des hommes. Les meilleurs cuisiniers sont des hommes. Tous les pastry chefs, très peu sont des femmes. Et pourtant, vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose pour les sciences. Donc le leadership s'apprend, s'acquiert et demande la solidarité collective, comme a fait Madame la ministre ici, pour le mentoring. J'ai eu, en tant que senior, j'étais représentante, j'avais 5 femmes au-dessus de ma tête. 5 leaders, de toutes les races, de tous les continents, toutes exceptionnelles autant que les autres. Mais j'ai eu des hommes patrons aussi, qui m'ont tenu la main. Vous savez ce que c'est que pour une jeune femme de 30 ans, d'aller faire une présentation à un corps d'armée sur le VIH-Sida? Mais oui, mon patron s'est assis dans la salle, dans le public, pour assurer que les grivoiseries ne prennent pas le pas sur la science que j'étais censée communiquer. Et en politique, en gouvernance, c'est toujours la même chose. Avoir aussi un coordonnateur résident qui vous accompagne, qui vous prend avec vous chez tous les ambassadeurs, chez tous les ministres, pour qu'on vous connaisse comme étant son adjoint, dans un monde qui est différent de vous culturellement, traditionnellement. Et ça vous donne un pouvoir, une capacité d'assurance qui vous permet d'arriver là où je suis arrivée aujourd'hui. Ce n'est pas un petit chemin facile, mais en même temps, c'est un chemin qui est pavé de personnes exceptionnelles, certaines pas toujours dans le bon sens, mais qui vous font grandir. C'est ça le leadership féminin, on doit grandir et on ne finit jamais de grandir. Et on doit se donner la main. Je m'arrête là. Merci infiniment pour ces propos extrêmement inspirants. Vous avez parlé de tellement de choses et j'espère que nous pourrons progresser dans l'analyse de ces propos au fur et à mesure. Vous avez parlé de mentoring, de sponsorship, du rôle de ces messieurs dans la salle, de votre rôle aussi pour promouvoir le leadership féminin. On dit
souvent, un mentor, c'est quelqu'un qui vous parle directement. Un sponsor, c'est quelqu'un qui parle de vous quand vous n'êtes pas là. Et ça, messieurs, c'est vraiment le rôle que vous pouvez tenir pour, encore une fois, faire en sorte que 52% de la population soit représentée dans les perspectives et dans les prises de décision. Merci encore à vous pour ces propos. Et je vais me tourner vers vous maintenant, Madame Elisabeth Moreno. C'est vraiment un honneur de vous avoir parmi nous également. Vous avez été ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances de 2020 à 2022. Vous avez mené une carrière internationale dans les PME et multinationales technologiques et sur 4 continents. Vous dirigez aujourd'hui Léa Partners, conseillant sur la gouvernance RSE, et vous êtes par ailleurs présidente de la Fondation Femmes Numériques et vous siégez au conseil de Ring Capital et Ring Africa. Alors, Madame Moreno, ma question pour vous est la suivante. Quelles sont, selon vous, les actions les plus efficaces pour garantir que ces initiatives qui visent à promouvoir le leadership féminin aboutissent à des résultats concrets et durables? Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir pour moi d'être ici au Maroc et je veux remercier évidemment la Fondation Amadeus de nous donner l'opportunité d'avoir cette discussion. Vous savez, je trouve que c'est intéressant ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde de manière générale. J'ai donné des centaines et des centaines et des centaines de conférences dans le monde corporate, dans le monde de l'entreprise, lorsque j'étais ministre. Et systématiquement, on me dit « We need to empower women ». Et je dis « Mais regardez la vie des femmes. Vous pensez vraiment que les femmes sont ces petits êtres fragiles, décérébrés, qu'on a tellement besoin de les empower. Nous ne sommes pas des enfants. Nous donnons la vie. Nous travaillons depuis la nuit des temps. Nous nous battons aux côtés de nos hommes pour nourrir nos familles, pour élever nos enfants. Nous travaillons dans les entreprises, dans les grandes, dans les petites, dans les ONG, dans les organisations internationales, et on continue de nous traiter comme si on était des personnes incapables qui ont besoin qu'on les prenne par la main pour leur montrer le chemin. Ça m'attriste profondément. Je sais la place qui est la mienne en tant que femme, en tant que mère. Et quand je vous écoutais vous présenter tout à l'heure, vous êtes tout ça à la fois. Comme les hommes sont aussi des pères, des chefs d'entreprise, qu'ils travaillent dans les associations, etc., etc. Comment se fait-il que plus de 75 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et que donc ils devraient être traités en tant que tels, depuis, on a réussi à cloner des animaux, on a réussi à aller dans l'espace, on a réussi à construire des technologies qui, aujourd'hui, nous dépassent, tellement elles vont loin, et on n'est pas capable de donner aux femmes la dignité qu'elles méritent. Le 25 novembre, c'était lundi, on célèbre la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une femme sur 3, sur la planète entière, subira des violences dans sa vie. Elle sera violée, elle sera battue, elle sera tuée. Dans certains pays, on empêche aux jeunes filles d'aller à l'école à partir de l'âge de 12 ans. Et Madame la ministre l'a tellement bien dit que je ne le répéterai pas, parce que pour moi, l'éducation est la mère de toutes les batailles. Mais on peut empêcher une jeune fille d'aller à l'école à partir de l'âge de 12 ans parce qu'on estime qu'elle n'a pas besoin d'être plus formée ou plus éduquée. Il y a un pays qui est en train de réfléchir à baisser l'âge de consentement de 18 ans à 9 ans. Comme si à 9 ans, on peut consentir à avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui a 20, 30, 40, 50 ou 70 ans. Dans d'autres pays, on immole les femmes par le feu. Dans d'autres pays, il y a des crimes d'honneur parce qu'une femme fréquenterait un garçon que l'on n'a pas envie de la voir fréquenter. Dans d'autres pays, on va décider pour les femmes à quel moment elles sont prêtes à avoir des enfants ou pas. Donc en fait, de tout temps, depuis 2000 ans, nous les femmes,
nous subissons des fardeaux qu'aucun être humain ne devrait subir. Donc quand on me dit qu'il faut empower women, je dis juste, mais regardez-nous, regardez les épreuves auxquelles nous sommes confrontés tous les jours que Dieu fait pour y arriver. Regardez combien on doit se battre pour justifier notre place dans le monde du pouvoir. Regardez combien on doit se battre pour dire nous sommes aussi concernés par la guerre, nous sommes concernés par les réchauffements climatiques. C'est nous qui faisons des kilomètres pour aller chercher de l'eau quand il n'y en a plus. C'est nous qui faisons des kilomètres pour aller chercher du bois. C'est nous qui faisons des kilomètres pour aller chercher de quoi nourrir nos enfants comme nos hommes le font. Alors qu'est-ce qui fait qu'on ne nous donne pas le pouvoir que nous méritons? Et ce n'est pas une guerre des sexes, parce que je suis convaincue que quand une femme va bien, sa famille va bien, ses enfants vont bien, la société tout entière va bien. Et on vit à une période extrêmement complexe où le monde est en train de se reconstruire parce que les crises auxquelles nous sommes confrontés sont tellement nombreuses qu'il ne faut pas imaginer que nos hommes seuls peuvent les résoudre tous, parce que nous aussi, nous avons des solutions, nous avons des idées à apporter. Moi, j'ai été élevée par une mère dont la seule ambition pour moi, c'était que je devienne une bonne mère, une bonne épouse et que je prenne soin de ma famille. Et je suis fière et heureuse de le faire. Je suis fière d'éduquer mes enfants et de leur transmettre des valeurs pour qu'elles deviennent des adultes capables, responsables, heureuses et épanouies. Mais je suis aussi fière d'apporter de la contribution au-delà de ça, de travailler et de faire en sorte que, économiquement, j'ai toujours été dans le monde économique parce que j'ai toujours cru que l'économie pouvait permettre à chacun, d'où qu'il vienne, quelle que soit son origine sociale, quel que soit son genre, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, l'économie nous permet de nous accomplir parce qu'on regarde ce qu'on est capable de faire et rien d'autre. Donc je vais m'en arrêter là. Vous savez, hier, je regardais l'ouverture de la session et je suis allée voir le président et je lui ai dit merci, merci d'avoir, pour la première fois depuis 16 ans, merci d'avoir invité une femme à une tablée d'hommes pour montrer, et souvenez-vous combien la première ministre de RDC a été applaudie par des femmes et par des hommes, parce que les représentations ont un sens. Bien sûr. Et je me suis dit, la population humaine est faite de 52% de femmes et de 48% d'hommes. Comment se fait-il que nous nous réjouissions tous qu'il y ait une femme au milieu de 8 hommes pour prendre la parole? C'est un très bon début, mais j'espère, et je l'ai dit au président aussi, j'espère que l'année prochaine, nous aurons 3, et l'année d'après, 4 hommes et 4 femmes, parce que c'est la représentation de la population humaine. Merci infiniment, Madame Moreno, pour ces propos tellement justes, durs parfois, mais c'est la réalité, il faut y faire face. C'est vrai que ces chiffres, ces pourcentages que vous avez partagés démontrent d'une réalité qui est là, et qu'il faut confronter. Il ne s'agit pas seulement de montrer le verre à moitié plein, mais aussi de confronter les réalités sur le terrain. Et merci aussi d'avoir mis la lumière sur cela, sur la représentation. On ne peut que être d'accord avec vous en tant que modératrice de panels. Trop souvent, je vois des panels qui ne sont pas suffisamment représentés. Encore une fois, c'est un honneur d'avoir une représentation aussi inspirante pour cette conversation importante. Merci Madame Moreno. Nous allons poursuivre cette conversation en arabe. Nous sommes très fiers au Maroc de la diversité culturelle de notre pays, mais aussi sur le continent africain où plus de 2000 langues existent. Et nous sommes très honorés d'avoir parmi nous un pays frère qui est l'Égypte. Et معنا الدكتورة منى مراد ومرحبا وألف مرحبا بك. أنت مؤسسة المؤتمر CEO Women Forum. سؤالي لك، ما الذي دفعك لإطلاق هذا المؤتمر؟ وما هي المهارات التي أنت ترين مهمة للنساء لتطويرها من أجل النجاح في مجالات يهيمن عليها الرجال تقليدياً؟ صباح الخير عليكم جميعا.
في الحقيقة المؤتمر اتعمل عشان القيادات اللي انت في استضافتها في هذه الجلسة واللي موجودين كمان، لأن المرأة تستحق ان احنا نسمعها بزاوية مختلفة وهي زاوية الأعمال. في الحقيقة وأنا بسمع كلمات السادة المتحدثين من القارة الأفريقية، المرأة الأفريقية اللي هي محطوط عليها عامل كبير على تطوير القارة وتطوير مجتمعها. فأنا يعني حاسة بأمل كبير في أنه السيدات الأفارقة يستطيعون صناعة مستقبل القارة بزوايا مختلفة. السي او في الحقيقه كبلاتفورم او كمنصه بتهتم بتسليط الضوء على نماذج السيدات والقيادات في مجال الاعمال المختلفه ايا كان السيكتور اللي هي بتمثله او القطاع، وسواء كان القطاعات الحكوميه او القطاع الخاص، لاعلاء فكره انه المراه ما هياش حاجه جانبيه، هي شريك اساسي للتنميه. واظن ان مش عايزة أكرر كلام خلص قتل بحثا ومعروف أن المرأة ما فيش تنمية في أي مجتمع دون المرأة. تعليم المرأة عملية مهمة. يمكن ما زلت أحزن أنه لسه في هذا القرن نتحدث عن تمكين النساء من أجل التعليم، من أجل خلق فرص ليها أكثر. أرجع وأقول لك أنه تمكين النساء، احنا ممكن سؤال متقدم الآن على المشاكل اللي بتواجه المرأة في القارة الأفريقية. خليني فوكس على القارة الأفريقية أو أركز على القارة الأفريقية تركيز مهم، لأني أنا أفريقية في الأول وفي الآخر، أنتمي لهذه القارة الغنية بالكثير من الموارد والتي تستحق مستقبل أفضل. أثق أن هذا المستقبل سيكون بأيدي هؤلاء النساء والنساء الموجودين بمشاركة مع الرجل. في الحقيقة أن المؤتمر كان يتبنى جلسات نقاشية عديدة، ودايما حريصة على وجود الرجال في هذه الجلسات، لأنه ما ينفعش تحصلي تغيير دون أن الطرف الآخر يكون مقتنع بوجودك أصلا معه، وأنه ما ينفعش يكون هناك قوة في المجتمع معطلة وهي قوة كبيرة هي مسؤولة عن النشء الذي سيستمر أو يكمل مسيرة التطوير في مجتمعه، وهي أيضا المسؤولة عن إصلاح حاجات كتيرة في الحقيقة في هذه الجزئية. فيما يتعلق بتمكين النساء في القطاعات التي يهيمن عليها الرجال، هي ولو اتكلمنا يمكن في قطاع زي قطاع النقل أو قطاع الطاقة أو قطاع التكنولوجيا، أرى أنه في نساء كثيرات دخلوا هذا المجال، لكن فكرة أنه لسه النظرة هي هتعمل إيه وهي جات هنا عشان احنا عندنا برامج تمكين مرأة وكمالة عدد وإلى آخره من هذه الأفكار، لكن تدريجيا المرأة تستطيع أن تكون موجودة بشكل جيد في هذه القطاعات. في مصر قطاع التكنولوجيا المالية أو القطاع المالي في نساء كثيرات يعملون، يمكن من القطاعات اللي محققة نسبة يعني كبيرة من التمكين في مصر. قطاع النقل أو اللوجستيات ما زالنا بعيدا في، ولكن أرى أن المرأة المغربية مثلا في هذا القطاع محققة تواجد في نماذج كثيرة من السيدات في القارة الأفريقية فيما يتعلق بالتعليم إلى آخره موجودين بشكل قوي. السي وومن هي منصة تدعم النساء يعني تخليهم قصص يجب الاستماع إليها نحو تغير لمستقبل مشترك. مستقبل مشترك للرجال والنساء. شكرا لك دكتورة مراد. And let us stay in Egypt now and turn to you, Mrs. Hilda Luca. Hilda, your work is really redefining the fashion industry in Africa. Can you tell us about the key challenges that women entrepreneurs face in the creative and e-commerce industries, and what strategies have worked for you in building this amazing platform for other women designers? Hi everyone. I'm very honored to be here
I want to thank and appreciate first all the amazing women that are sitting next to me, very inspiring. I'm like focusing in every single word and every single experience, and wow. And I feel like every seat has an Oprah Winfrey because she's my idol. So we have that in common. Oh my God, she is my idol, and I feel like all of us, or all of you guys, all of you women, even all of you guys, we say that, we shouldn't say that. All of you women are inspiring as Oprah. Micha, I have, for those who doesn't know Micha, I have an online platform. It's an e-commerce, so technology, digital, the men world, platform for all local designers of the Egyptian market, and going through Africa. So I realized back in 2017 that the amount of talents and creativity in the African world are just out of this world. It inspires every one of us. And out of stress and out of being not seen, creativity flourishes. And women in all the African countries and Egypt, one of them, are so creative, and the amount of handicrafts in every city and in every country is beyond word. I thought only in the Egyptian market, and then I went and I checked all the other African countries. I was just yesterday checking designers from Gabon, from Tswani, and wow, these are just inspiring. So Micha was built to support all these amazing women, building a platform to aggregate all the local designers of Africa. So we are not women just consumer of global tech, but we are creative and of our local tech with our designers. I was very jealous when I was living abroad at the time of my life that we know all the international fashion everywhere. We know them by name. There are multiple platforms that supports all the international designers, but come to Africa, we don't know even who are designers in our own continent. And this was my trigger to start Micha. The challenges came from being a woman in the digital world. Of course, it's a world where you are, you've never been, there's no learning, there's no place to learn, so you depend mainly on trial and errors, and you depend on a good support system that can give you some info about this men world technology part. I found challenges in going into forums. I found challenges to find learning support in the technological area. I found challenges even to be taken serious as a woman in the digital field. But gladly enough, resilience of women from the very start of life, and I am saying, oh God, women, with all my, by the way, I feel like there's no better, like men and women are compatible. You do not say, you cannot say men are better or women are better. So, and it really upsets me or bothers me when they, and the media or whatever tries to change our language of being, of empowering women, that we want to be in a better position. No, it's a compatible position. And unless we understand that we complete a society, we are together to building a country, there where success will arrive. So in Micha, I'm supporting and empowering, honored with having more than 160 local designers from women, which is out of this world. And going through the African countries, I aspire to
to have thousands of African continent designers from on my platform, to be like an icon that we women can have our platform, our designs, and we build. We do not only consume. Challenges are everywhere. Technology, of course, and digital is a big thing to be able to go into this world and prove yourself and have a say and be trusted. It takes a lot of resilience, it takes a lot of confidence, which is something that, as everyone says, is built in at home. Yeah. It's very important for mothers and parents, fathers, to give this confidence, which for me, for example, I did not have as a young kid. My parents wanted a boy, I was a girl, and this was a trigger to me that I would prove to them that I am better than boys, and better because I just needed to prove that you should be proud to have a girl. Exactly as you are. Yes, so the challenges starts from the very beginning. But I'm very proud to be sitting here with all these amazing women, and I'm very proud that I can see hope, and I can see that not only, as Her Excellency said, not only one chair taken in a panel. I was in Shark Tank, the first season in Egypt, and I was the only woman, and I was picked as the woman of the technology and e-commerce, and this was a pride for me, and so we're getting there. Thank you so much. Thank you so much for sharing with us your experience, and it's really inspiring again to hear all these diverse backgrounds, and you spoke about the challenges that are there and existing, and also about the ways to overcome them, starting at home, obviously, with education. A lot has to be done, obviously, but as we can witness here in this panel discussion, there is also hope, and a lot has changed also. Thank you so much, Hilda. Over to you now, Fumi Adepoju. As a leader in financial advisory, what specific strategies do you think can organizations in Africa adopt to elevate women's leadership, particularly in sectors where women are still underrepresented, such as finance or agriculture? Okay, thank you so much. And once again, I want to join the women on this panel to thank the Amadeus Institute for this great opportunity. And thanks for that question, Manal. So I'm just going to give you a few figures before I start talking about agriculture. In senior positions in Africa, only about 24% of the people in senior positions in Africa are women. In the boardroom, you have just 21% of boardroom members being women. This is based on verifiable data. And when you're talking about women CEO in Africa, as in big organizations, we just have about 10% of them being women. So you can see that we have a very long way to go when it comes to women in leadership. So what can organizations do? It starts from the kind of policies that you have. I want to use Nigeria as an example. There are financial institutions in Nigeria up to a little while ago that when you join as a new intake, you are not allowed to go on maternity leave for the first 24 months. So they are saying to women, you can't get pregnant in the first 24 months of your engagement. So if you're a young lady that just got married and you got that job, they are telling you to choose between your family and your career. And I know someone who personally chose to leave that job so that she could focus on her family. I don't think women should be having to make such choices. It's unfair. I think we should have the ability to expand our family, to engage our family, at the same time have a career. One of the things that I do in my role as a mentor for women is to tell them, you can have it all.
you can have a career, you can have children, you can have a good marriage. You don't have to sacrifice one on the altar of another. But when organizations come up with such policies, it makes it very difficult. I used to say from my own experience that every time a woman has a child, as someone who is in the corporate world, you practically lose 2 years of your life, of your career, I mean, where you can't get promoted. The first year you're pregnant, the second year you're nursing that baby, forget about promotions. And that's what usually happens. So organizations need to be more sensitive to the needs of women, because women are born as natural multitaskers. So the fact that I'm pregnant, I have a child that is below the age of 2, does not mean that I cannot deliver on that job that you need me to do. So I can be in a Zoom meeting, be cooking in the kitchen, and be attending to a small child, and everything will be going on perfectly well because we're born natural multitaskers. So it's important for organizations to come up with policies that actually support women to be able to work well in those areas. I believe that promotion should be based on performance. We're not asking for a soft landing. We're just asking to be recognized for whatever we do. Now, when you bring it to issues or industries that are very peculiar, like agriculture, the challenges are a lot more than what we have even in the corporate world, because there are rules and laws that just make women to be disadvantaged. Even though over 60% of businesses and SMEs in Africa are owned by women, you find out that more than 70% of those businesses owned by women have poor access to finance. And so because of that, it makes it difficult for them to be able to grow. There are places in Nigeria where women cannot own land, and they are the ones that make the greater percentage of the smallholder farmers. So when they want to go to farm, they have to pay rent to the men that own the land, making their own produce already more expensive than what the men have. I also know organizations that maybe organize trainings for smallholder farmers. And one of the problems they told us that they have had is that when they want to train the women farmers, the husbands insist on being in the training room. So you don't only need to pay for the woman to be in the training room, you need to bring their husbands from the rural areas. All of these stand in the way of making those women go further in their businesses. Thank you. Thank you so much. I love how diverse the backgrounds are. Thank you really for sharing with us. You know, this is coming from on the ground. These are really initiatives that are helping move the needle towards the right direction. I also resonate so much with what you said about, you know, having to choose. I think that is, as you said, not fair now. To complete what you said, you can have it all, but probably not at the same time. This is by way of just completing, because, you know, managing the frustration and the mom guilt, and that is also real. So it is okay to not have it all at the same time, and, you know, that famous balance we're all reaching out for can be found over time, but not in each second, which is just humanly not possible, right? So thank you so much again for sharing that experience with us. Moving on to you now, Oluwatosin, financial literacy. Right? Financial literacy is so critical in this area of you know, women leadership and empowerment. So how can initiatives that promote financial literacy help bridge the gap and empower women to step into leadership roles across diverse sectors? Hi everyone, good afternoon. So let's talk about financial literacy and why it's very important. Can you hear me properly? And why financial literacy is very important. So financial literacy is a tool that empowers not only women, but people in general to make better decisions, learning how to save, how to budget, how to make wise financial decisions. And this skill is very, very important. There's an organization called EFINA. It means Economic Financial Access, and they were looking at the numbers. In 2020,
we had a financial inclusion of just 56%, and currently that number is now 64%. We've seen some growth over the years. However, 4 in every 10 African is still not financially included. And guess what? The numbers are worse off for women. So now, how can we look at financial literacy in relationship to leadership? There's a very close interconnectivity there, because once a woman is financially educated and she understands how the numbers work, she has a better access to social amenities such as healthcare, education, amongst others. It's a person that is well educated that can go for other opportunities, that can attempt leadership roles. Another thing that financial literacy does is that it equips the person with how to make decision making, with better decision making abilities. Those skills are very important for leadership. So you're able to critically analyze, strategic thinking, making decisions, and critically analyzing is very, very critical. And financial literacy assists women on that journey. And we want to start thinking of how to start introducing young girls to this conversation very early. How can we capture these kids very young? Based on research, by the age of 7, a child's mindset about money has been formed. So who is speaking to the girl child about money early? Who is inspiring them and creating a pathway for them to start thinking about money and leadership from that age? So we did a lot of research, and we noticed that for a lot of young people, the men are already encouraged and being told about how they would support a family and they would build a family. The girls on the other side are being taught how they would have to cook and, build the household, right? So the money conversations are held back from them at a young age. But if we miss out on those formative years, we're missing out on structuring the mental pathway towards thinking about money in a certain way. So we've built a community for financial literacy in Nigeria of over 1 million users, and we're the largest platform there. And about 60% of our community members are women, and the conversation stays the same. They have been deprived of the knowledge from an formative age, and we want to bridge that gap because it plays a critical role into leadership. Now, talking about leadership, all right, so in summary, financial literacy plays a key role in building mindsets and helping people to make critical decisions. That is very important for leadership. Thank you so much. That is so important, and thank you for playing a role in bridging that gap. Mesdames et messieurs, nous parlons là du rôle de sensibiliser nos enfants sur l'éducation financière, la discussion autour des sujets économiques, du rapport à l'argent, de l'importance de développer ces compétences d'un très jeune âge chez les filles et chez nos garçons également, mais surtout chez les filles aussi, pour les sensibiliser à ces sujets économiques qui vont faire en sorte qu'ils pourront atteindre l'indépendance financière, économique et jouer un rôle clé dans l'économie at large. Merci encore. Thank you so much for sharing that. Hopefully we'll dig a little bit deeper in the second round of questions. So moving on to you now, Fadimatou Nuchemo, as a pioneering figure in aviation and tourism. Again, how can these traditionally male-dominated sectors create more pathways for women to take on leadership roles? Okay, the mic doesn't want me to speak. I won't take this as discrimination. Je vais parler en français, je préfère. Déjà, je vous remercie toutes ces dames très inspirantes. J'ai une question technique par rapport à mon domaine, mais je voudrais prendre 1 minute de mes 2 minutes pour vous parler, parce que si je suis là avec vous, je suis très émotive parce que tout ce que vous avez dit m'impacte. Et en tant qu'Africaine, en tant que femme qui a été jeune fille, je vais vous faire un petit résumé. Je suis née d'une famille monoparentale, donc ma mère a subi beaucoup à cause de la différence des régions. Et elle s'est donnée à fond. Elle a été ma première source d'inspiration qui nous a élevés, ma sœur et moi. Je suis une mère monoparentale, mais j'ai réussi, malgré tous les obstacles, de me créer une petite place parce que j'observe et je suis à distance beaucoup de femmes que vous êtes. Je suis sensible aux préjudices que les femmes subissent, mais aussi je suis
très conscients du fait qu'on a une force, on a une détermination en nous et que peu importe les difficultés personnelles, familiales, on peut faire quelque chose, on peut réussir, mais plus important, s'engager à notre façon pour apporter le changement. Ça fait à peine 14 ans que j'ai découvert le secteur aéronautique. Je me suis retrouvée par hasard directrice de l'administration dans un bureau d'hommes où j'étais la seule femme. Mais déjà, c'était un hasard. J'étais prédestinée. Moi, je voulais être médecin, mais je me suis retrouvée de par mes multiples compétences, parce que j'ai fait les télécoms, le juridique et fiscal, la banque. En fait, je me suis toujours donné l'opportunité d'apprendre pour pouvoir avoir un job, pour pouvoir subvenir à mes besoins et ceux de ma famille, que ça m'a donné un cursus qui n'était pas correct. Mais quand j'ai découvert ce secteur aéronautique il y a 14 ans, il n'y avait que des hommes. Et ma question a été de savoir pourquoi est-ce que quand j'étais à l'école, personne n'est venu me parler de ce secteur. Et là, j'ai créé une association panafricaine que j'ai baptisée la Young African Aviation Professional Association, déjà pour créer une plateforme de communication et d'échange entre les professionnels des différents secteurs. Je me suis rendu compte que tous les secteurs existaient dans le domaine aéronautique et que ce domaine aéronautique avait besoin aussi, parce qu'on parle de la mode, des finances, de l'éducation. En fait, c'est l'industrie dont a besoin l'Afrique et pour lequel non seulement il y a très peu de femmes, parce qu'à l'époque, on avait à chaque conférence 300 hommes, 3 femmes. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas amener ces hommes à inspirer des jeunes filles, leurs filles déjà à la maison, à leur parler de cette industrie-là pour les permettre de pouvoir intégrer l'industrie. Et donc, ma petite histoire a été de persévérance, de résilience. Je ne peux pas vous parler du rejet qu'au début j'ai eu parce que personne ne comprenait ce que je disais. Je ne demande pas de l'argent, je demande juste aux gens de mieux expliquer leurs opportunités et de donner aussi la chance aux femmes, aux jeunes filles de pouvoir connaître déjà ce secteur qui a d'autres ouvertures dans le tourisme, l'hôtellerie, qui va permettre que les femmes aussi puissent avoir leur place. Donc au fil des années, à travers mon association, j'ai parcouru le monde. Et en 2019, l'association des transporteurs aériens a initié un programme de la diversité et de l'inclusion pour encourager les entreprises aéronautiques à donner plus de place aux femmes leaders. Et là, on a lancé la campagne de 25 par 2025. On s'est donné l'initiative mondiale de pouvoir donner 25% de place aux femmes dans le leadership de l'aéronautique. Et on a des pays tels que la France, le Canada, qui se sont engagés aussi dans des initiatives. En France, on a Féminisons les métiers de l'aéronautique, qui donne de la place aux femmes, qui a beaucoup d'activités de sensibilisation, des bourses, du mentoring, en fait tout ce qu'on a cité ici, et aussi des opportunités de financement. Parce que les réalités qu'on a sur le continent, c'est qu'en tant que mère, on se retrouve souvent avec beaucoup d'enfants, et comme c'est une industrie qui coûte cher, mais qui a besoin de main-d'œuvre qualifiée, on ne veut pas que les filles soient exclues parce qu'on met toujours en priorité les garçons. Donc il y a des initiatives de facilitation et j'exhorte à travers mon association à avoir de l'engagement des États. On essaye de pouvoir faire une révolution dans la reprogrammation des États pour pouvoir avoir cette inclusion et cette diversité. Parce que le secteur aéronautique, ce n'est pas que les hôtesses de l'air. Parce que dès qu'on parle aérien, on voit les femmes faire le service. Non, on a besoin aujourd'hui du domaine digital. On est en pleine transformation. On a l'agriculture avec les carburants bio. On a, en fait, il y a une opportunité pour que toutes les filles, toutes les femmes puissent participer, qu'elles soient passionnées par la cuisine, parce que dans chaque avion, vous avez à manger, qu'elles aiment la mode, il faut bien pouvoir s'habiller, mais au-delà de cela, l'aviation est aujourd'hui très engagée dans la campagne d'inclusion et de diversité. Voilà ce qui me donne la possibilité de pouvoir être là. Et le Maroc, d'ailleurs, je vais profiter pour remercier l'Institut Amadeus, parce que le Maroc, aujourd'hui en Afrique, s'est positionné dans ce développement au-delà du transport, mais aussi de l'industrialisation. Et là, on a la directrice générale du groupement des industries aéronautiques et spatiales marocaines, qui est une femme, d'ailleurs que je souhaiterais qu'on puisse l'applaudir parce qu'elle fait beaucoup. Elle s'appelle Maria Elali. Elle fait beaucoup et elle donne la possibilité à travers son mouvement aux industries françaises, canadiennes, à s'implanter au Maroc, ce qui est en cours. Et on espère voir dans les 5-10 prochaines années des femmes ingénieurs
à la tête des industries, des usines de production de moteurs, d'avions. Et c'est ça, en fait, ce que je voulais partager avec vous. Donc, le secteur aéronautique et du tourisme est très engagé. On a des initiatives et on interpelle aussi les autres secteurs à pouvoir suivre ces initiatives-là pour encourager les femmes. Je vous remercie. Merci à vous, chère madame, déjà pour le partage de votre témoignage personnel. J'ai envie de vous dire... personnellement et certainement au nom de tout le monde dans l'audience, bravo déjà pour tout ce que vous avez réalisé avec ce parcours. Et c'est ça aussi les preuves de résilience, c'est ça aussi les inspirations et la preuve par l'exemple en fait que malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir sur le terrain, les femmes arrivent et créent de l'impact et ont envie to give back to the community et de faire monter avec elle d'autres générations. Donc merci infiniment à vous pour votre partage. Nous allons reprendre avec un deuxième tour de table, mesdames. Je vous demanderai que nous le fassions bref parce que j'ai envie de vous offrir l'opportunité de poser quelques questions dans la salle. Ce n'est pas tous les jours que nous sommes en compagnie d'une assistance aussi inspirante et expérimentée. Donc réfléchissez à vos questions si vous en avez pour que vous ayez l'opportunité tout à l'heure de les adresser. Dans ce deuxième tour de table très rapide, le focus vraiment sera sur les solutions et votre conseil pour toutes ces jeunes filles, dans son pays. Ces femmes qui aspirent à des rôles de leadership. J'entends un écho, mais je pense que nous pouvons poursuivre. Et je vais reprendre avec vous, Madame la Ministre. Vous entendez une voix ou c'est dans ma tête? Très bien. Alors, la régie, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vérifier s'il y a un deuxième canal qui parasite notre conversation. Et je vais poursuivre avec vous, Madame la Ministre. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'éducation est à la base de tout. C'est extrêmement important. Quelles sont, selon vous, les compétences essentielles que les femmes leaders devraient développer pour progresser dans leur rôle de leader, et quels conseils donneriez-vous à toutes ces jeunes femmes qui veulent pour renforcer leur impact et leur évolution professionnelle? Déjà, en écoutant toutes ces femmes inspirantes et brillantes autour du panel, je dirais que la première chose, c'est la communication. Oui. Si vous pouvez rapprocher le micro, merci. Je disais qu'en écoutant toutes ces femmes aussi inspirantes que brillantes, c'est d'abord la communication. Toutes, elles ont été claires, précises. Elles ont su transmettre ou partager des expériences. Elles ont su transmettre des informations qui inspirent la réussite, qui inspire le leadership féminin. Donc pour moi, l'essentiel d'abord, c'est la communication. Il faut savoir se faire entendre, il faut savoir porter des causes, et il faut savoir les partager. Ensuite, il y a la question, pour moi, qui est essentielle, c'est la gestion du stress et la résilience. Tout à l'heure, on en parlait d'ailleurs avec notre sœur qui est dans un secteur où on retrouve plus des hommes, le secteur de l'aéronautique, c'est la résilience. Parce qu'il faut savoir rebondir, il faut savoir apprendre de ses échecs et surtout ne pas baisser les bras. Aucune de nous ne s'est levée un beau matin et a eu tout de suite le succès. Non, on est tombé, on s'est relevé et on y a cru et on a continué les différents combats et a porté nos projets à bout de bras. Donc la résilience est quelque chose pour moi d'essentiel. Parce que si on veut avoir une performance élevée, il faut pouvoir gérer tout ça. Il y a également quelque chose d'important, c'est la négociation. Savoir prendre les décisions quand il faut. Parce que si vous voulez conclure des accords, il faut qu'on vous aide à avoir les clés du succès. Savoir comment être une négociatrice hors pair. Au Gabon d'où je viens, on dit « Ah, Madame le ministre est celle qui a fait en sorte qu'il n'y ait plus de grèves dans le secteur de l'éducation. » Mais c'est de la négociation en permanence. C'est le sens de l'écoute, c'est l'humilité également. Parce qu'on peut être une femme leader, mais avoir à l'esprit, comme on dit chez moi d'où je viens, que l'œuf de poule avait conseillé sa mère. On a besoin de plus petit que soi, d'être à l'écoute pour pouvoir prendre parfois des décisions qui sont très importantes. Et quand on nous donne l'opportunité de prendre des décisions, ne pas reculer, prendre sa place à la table des décisions pour faire avancer les choses. Et il y a autre chose qui, moi aussi, me parle particulièrement, c'est tout ce qui est coaching.
mentoring, sponsoring. Si on n'arrive pas à se faire coacher pour avoir des précieux conseils, ça aussi c'est une question d'humilité pour aller vers les autres. Les questions de sororité dont on parlait tout à l'heure, les questions de mentoring, parce que les femmes ont besoin aussi qu'on les forme, qu'on leur donne ces clés du succès là. Et le sponsoring, parce que tant qu'on n'a pas les moyens de ce qu'on veut faire, je disais tout à l'heure que tout ça reste embryonnaire et ça peut malheureusement rester dans les placards. Alors non, en 2024, il n'y a rien qui reste dans les placards. Il n'y a que des femmes qui veulent investir, il n'y a que des femmes qui veulent inspirer, il n'y a que des femmes qui doivent pouvoir porter des projets, des idées et les défendre à un niveau élevé. Et à la jeune fille, je lui dirais que tu viennes d'une banlieue ou d'une zone rurale ou que tu es citadine, sache, comme je le disais tout à l'heure, que tu es précieuse et que tu as du talent. Ne laisse jamais quelqu'un te faire partir de tes objectifs. Ne laisse jamais quelqu'un te faire dire que tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Parce qu'en toi sommeillent toutes les femmes leaders que tu rencontreras sur ton chemin. Et aux femmes de ma génération, je voudrais leur dire, femmes, ne soyons pas ennemis de la femme. Ne nous disons pas que parce que si je fais quelque chose, cette femme aura plus que moi. Peut-être que Dieu a décidé que tu seras justement le chemin par lequel une autre femme va passer pour devenir plus grande que toi. Ça doit être une fierté d'accompagner une femme pour pouvoir être plus grande. Et aussi, les hommes, n'ayez pas peur de nous. On vous aime, on est à vos côtés. Mais sur tout le temps, on entend l'expression « La nuit porte conseil, je vais demander à mon oreille. » Ayez le courage de dire « Je vais demander conseil à ma femme. » Alors croyons en nous, allons-y de l'avant et prenons nos places, mesdames. Merci infiniment. Madame la ministre, tellement de points importants. Il y a un très beau proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit plus grands seront les grands quand les petits deviendront grands. Donc le fait d'embarquer avec nous d'autres femmes, c'est absolument important. Vous avez parlé de compétences de communication, de négociation, donc la confiance en soi. Il y a des outils maintenant, il y a des accompagnements, le coaching est disponible. Toutes ces compétences sont là pour aider les femmes et les hommes, mais les femmes aussi, à prendre la pleine part qui leur est due au sein de la société. Merci beaucoup encore une fois, Madame la Ministre, pour vos propos inspirants. Je vais me tourner vers vous, Madame Elisabeth Moreno. Votre message clé et votre conseil pour toutes les femmes qui nous écoutent, avec quel message souhaitez-vous nous laisser aujourd'hui ? Eh bien d'abord, que ce soit en ligne, les personnes qui nous suivent à distance ou les personnes qui sont dans cette salle, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier d'être là et je voudrais vous dire que ça, c'est le début du chemin. Parce que la vérité, c'est que dans toutes les conférences internationales que je fais, dans ce genre de conversation de leadership, et moi je pourrais parler d'économie, je pourrais parler d'investissement, je pourrais parler de technologie, la salle est toujours pleine. Quand on parle des femmes, il n'y a plus personne. Et il n'y a que les femmes et les hommes, et c'est pour ça que je veux vous remercier de vous intéresser à ce sujet, parce qu'en vous intéressant à ce sujet, vous ne faites pas l'aumône à vos femmes, à vos filles, à vos sœurs et à vous-même. Vous voulez que ce monde soit plus juste et plus durable. Et on ne peut pas parler de résilience et de souveraineté si on laisse de côté 50% de sa population. C'est impossible, c'est irréaliste. Et je pense que nous aurons véritablement gagné quand il y aura dans les salles, dans ce genre de discussion, des salles pleines, parce que notre humanité aura compris que les femmes sont des êtres humains à part entière et qu'elles méritent elles aussi qu'on s'intéresse à la manière dont elles peuvent évoluer, pas seulement pour leur petite carrière, pour leur petit développement. Aucune des femmes qui sont autour de cette table aujourd'hui ne vous a dit qu'elle est là pour se montrer combien elle est forte, combien elle a réussi, combien elle est contente. Je vous assure qu'on préférerait être chez nous, dans nos responsabilités, avec nos enfants, pour pouvoir prendre soin de nos gens. Mais la raison pour laquelle on continue de faire ces conférences, c'est parce qu'on se rend compte qu'on est encore loin. Madame la ministre de l'Éducation du Gabon nous a rappelé que l'éducation était la mère de toutes les batailles. C'est l'éducation des filles et c'est l'éducation des garçons, c'est l'éducation des jeunes, c'est l'éducation des seniors. Parce que tant qu'on n'aura pas tous
pris conscience de la réalité, de la place des femmes dans notre société, tant qu'on restera dans le déni, eh bien on sera dans la situation que décrivait Einstein il y a des siècles. Il n'y a que des fous qui répètent inlassablement les mêmes actions en espérant des résultats différents. Et si nous ne voulons pas que nos enfants, nos filles, nos sœurs, nos nièces aient les mêmes conversations que nous avons en ce moment dans 100 ans, il est temps que les choses changent. Et moi, j'ai la conviction que ici, l'Afrique peut montrer l'exemple au monde. L'Afrique peut montrer que nous sommes capables de donner à nos filles, à nos sœurs, à nos nièces, à nos tantes, la même place de l'humanité. Puisque nous sommes le berceau de l'humanité, peut-être que nous pouvons montrer au monde que nous savons donner à nos femmes la même place qu'elles méritent que nos hommes, parce que nous sommes le continent qui a le plus de fardeau à porter pour pouvoir se développer. Et mon Dieu, que les femmes africaines sont fortes. Oui. Et je voudrais vous dire aussi que la question de la solidarité entre nous est essentielle. La solidarité avec les hommes, si l'un des hommes qui est dans cette pièce, qui dirige une entreprise, décide de donner la place aux femmes, pas parce que ce sont des femmes, juste parce qu'elles sont capables et compétentes, je vous jure que ça change tout. Vous pouvez, les hommes et les femmes qui sont dans cette pièce, décider que vous allez recruter plus de femmes pour avoir plus de femmes dans vos COMEX et vos CODIR. Et vous verrez que ça améliorera vos performances, votre efficacité, votre capacité à innover. Il y a plein d'études qui l'ont montré. Saisissez-vous-en parce qu'on a besoin que nos corporations, nos PME, nos toutes petites entreprises soient plus fortes et plus résilientes et ça passera par les femmes. Moi, j'ai la chance de diriger en tant que chairwoman le conseil d'administration de Ring Capital. Nous venons de lancer Ring Africa et nous avons décidé de soutenir l'entrepreneuriat des femmes parce que nous savons que les femmes sont d'extraordinaires entrepreneurs sur le continent, mais comme par hasard, elles ont moins de financement que les hommes, elles sont obligées de porter des poids que les hommes ne portent pas, et elles portent des préjugés dans leur entrepreneuriat que les hommes ne portent pas. Donc on a décidé de miser sur l'entrepreneuriat des femmes. Mais figurez-vous que malgré le fait qu'on l'ait dit, eh ben, on n'a pas beaucoup de femmes qui viennent nous voir. Et moi, quand je vais les voir et je leur dis, mais pourquoi vous postulez pas UNFPA, il y a plein d'organisations qui disent, on veut entretenir et soutenir les femmes. Et les femmes me disent en général, mais je ne crois pas que c'est pour moi. Je n'ai pas suffisamment confiance en moi. Je ne sais pas comment ça marche. Et donc, je vous en supplie. Je vous en supplie, vous qui avez percé vos plafonds de verre et qui connaissez les solutions, montrez que c'est possible. Montrez que c'est possible. Et la troisième chose, et je veux parler de ça. Vous savez, moi j'ai été dans des postes de pouvoir que je n'aurais jamais imaginé toucher. J'ai compris une chose. Personne ne va nous donner le pouvoir. Personne ne va nous donner le pouvoir. Le leadership, ce n'est pas que le business, ce n'est pas que la politique, ce n'est pas que l'art, la culture. Tout ça, c'est bien, mais on ne peut devenir un vrai leader que quand on est leader de notre propre vie. Et tant qu'on ne décidera pas que notre vie est unique, qu'on n'en a pas d'autre et que si on est sur cette terre, c'est qu'on a une mission à porter, il ne se passera rien. Ce sera dur. Il y a tellement de femmes ici qui vous l'ont dit. C'est tellement plus dur pour nous que pour n'importe qui. C'est encore plus dur pour nous quand on vient d'Égypte, quand on vient du Nigeria, quand on vient de la Côte d'Ivoire, quand on vient du Cap-Vert, quand on vient d'où qu'on vienne, nous les femmes africaines. Pour nous, c'est toujours plus difficile que n'importe qui. Alors quand vous êtes femme, africaine, en situation de handicap, issue d'un milieu défavorisé, c'est encore plus dur. Mais vous avez autour de cette table plein d'exemples qui vous montrent que ça n'est pas parce que c'est dur que c'est impossible. Et nous, le continent, on sait ce que c'est que rendre l'impossible possible. Et je vais terminer par ça, la solidarité. Quand j'étais au gouvernement, il y a des femmes qui sont venues me parler des réseaux de femmes asiatiques, les réseaux de femmes américaines, les réseaux de femmes européennes.
il y a si peu de femmes qui sont venues me voir pour me parler des réseaux de femmes africaines. Pourtant, ils existent. Mais notre histoire, l'esclavage, la colonisation, nous a fait croire que nous sommes 54 pays divisés, fracturés, qui ne parlons pas la même langue, qui n'avons pas les mêmes cultures, qui n'avons pas les mêmes traditions, et on prend ça comme un fardeau au lieu de prendre ça comme une richesse. Alors je me suis donné, j'ai eu 54 ans il y a quelques mois, et je me suis demandé, le jour où je mourrai, qu'est-ce que je veux que mes filles retiennent de mon passage sur cette terre? Et j'ai décidé que j'allais mettre toute ma force et toute mon énergie à créer un réseau mondial de femmes africaines, afrodescendantes, afro-caribéennes, afro-brésiliennes, pour que nous nous appuyions sur nos forces, nos résiliences, nos compétences, nos capacités et nos expertises, et que nous allons jouer cette solidarité et cette sororité qu'on nous dit que nous, les Africains, on n'a pas, qu'on nous dit que nous, les femmes, on n'a pas. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont vraiment des pestes et des garces? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de s'entraider, de se donner la main, de se donner de la force et de se tirer vers le haut? Oui, c'est à ces femmes-là que je vais parler. Et le 5 et le 6 juin, à Abidjan, j'invite toutes les femmes africaines et afrodescendantes à nous réunir là-bas, d'où qu'on vienne sur la planète, pour montrer ce que c'est que la force de l'Afrique. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame Moreno, pour ces propos toujours inspirants. J'espère vraiment dans la salle que vous réalisez la mesure des propos qui sont partagés aujourd'hui, de la force aussi des messages qui sont partagés aujourd'hui. Cette réalité qui est là et aussi ce message extrêmement fort qui me parle beaucoup de travailler sur soi-même. Le travail à faire sur nos croyances limitantes, le travail à faire sur tous ces biais inconscients que nous portons et nous transmettons de génération en génération est un vrai travail qui est nécessaire pour faire évoluer donc cette cause qui nous est tellement chère. Merci encore Madame Moreno pour ce discours de vérité. Je vais me tourner maintenant vers Mouna Mourad في كلمتك الأخيرة من أجل تعزيز دور النساء في المناصب القيادية وكيف يمكننا تحسين وتطوير البرامج لدعم النساء في قطاعات مثل المالية والنقل وقطاعات أخرى. Si on peut éteindre le mic pour voilà. عاوزة أخذ حاجة من الكلمات اللي اتقالت فيما يتعلق بأفريقيا. في الحقيقة هو تنوعنا وثقافاتنا المختلفة هي مصدر قوة القارة. وحي فكرة وجود منصة للنساء الأفريقيات وارتباطها أيضا بالنساء حوالين العالم، لأن المرأة الأفريقية من السيدات القوية جدا في العالم. المعاناة اللي بتخوضها في رحلتها الطويلة لإثبات ذاتها هي مصدر إلهام في الحقيقة. فأنا يعني هكون سعيدة أن أكون طرف أو جزء من هذه المنصة التي تدعم النساء الأفريقيات. فيما يتعلق بتمكين النساء في القطاعات المتعلقة بالنقل، يمكن في جلسة سابقة كنا نتحدث عن أهمية هذا القطاع وأهمية قطاعات المرتبطة بالبنية التحتية من أجل تواصل، يعني أجل تواصل سواء كانت في حركة البضائع أو حركة المنتجات أو حتى في النهوض الاقتصادي في عملية البنية التحتية، عملية مهمة. الأرقام تشير أنه القارة متأخرة جدا في الحركات البينية للتجارة ما بينهم وما بين الدول. تشير أيضا أنه دور المرأة في قطاع النقل واللوجستيات ما زال بعيدا، ويمكن منظمة زي المنظمة البحرية الدولية عملت مؤخرا يوم للعاملات من النساء في قطاع البحري لتعزيز تواجد المرأة في هذه القطاع الحيوي والهام. فما زلنا هي
التحدث طول ما احنا بنتكلم عن قطاع معين ونشير عن المشاكل التي فيه وندعم السيدات التي تعمل في هي عملية انتقال المعرفة. يعني مجرد ما أعرف أو أسمع سيتم تداول ذلك بشكل أكبر، فنبتدي نهتم بهذا الموضوع الهام. يعني يمكن لو في نصيحة ممكن نشيرها لحد أو نقولها، ودي يمكن حاجة دايما بقولها، تساعد النساء اللي حظهم يعني الحظ بتاعهم أفضل أو رحلتهم سمحت ليهم بأنهم يكونوا في أماكن قيادية كبيرة، عليها دور كبير جدا ومسؤولية اتجاه النساء الآخرين في مجتمعاتهم. ويمكن ده اللي بنشتغل عليه سواء في هذا المنتدى أو في منتديات أخرى، هو يعني إيه الشيء اللي نقدر نعمله للنساء الآخرين. شكرا جدا على حاجات كتير وعلى المغرب في الحقيقة أحييها وأحيي هذا التجمع المتعدد، لأن المغرب أصبحت بوابة لأفريقيا. ندعوكم للقاهرة إن شاء الله قريبا في أكتوبر في منتدى عن المرأة والمرأة الأفريقية أيضا تحديدا. شكرا لك دكتورة منى مراد، وأنا متشوقة كثيرا لحضور مؤتمر في القارة، مؤتمر Women CEO. شكرا لك مرة ثانية. Turning to you now, Fumi, on this question about how can male allies, male allies in leadership roles actively support women advancement into decision-making positions, and what actions can they take to create a more equitable environment for women leaders? Thank you. You know, this is very passionate for me because I come from a family where I'm the only, sorry, let me take this off. Yeah, so I'm the only girl and the last born. And so my brothers brought me up because we lost our dad when we were quite young. So I've grown up with the encouragement and support of men. So this is very important to me. And then I was very lucky to also marry a man that supported my career all the way. So I think the most important thing is education. The men need to be educated first, because a lot of times we're afraid of what we don't know or we are not aware of. So if you grew up thinking that it is wrong for a woman to be able to talk back when you talk to her, then if a woman is trying to express herself, you might misinterpret it to mean that she's not being submissive. So the first thing is for men to be educated, because if they are not educated, then they can't encourage. But when you have the right kind of education, it becomes easy for you to be able to encourage the women in your life. And it's very easy. Once a man does not feel intimidated by the success of a man. I met someone one time who told me, oh, so you are the wife of Mr. Adepoju. The first thing he says to everyone he meets is, my wife is this, my wife is that, and I've been wanting to meet this woman. So you are the one he's always talking about. So meanwhile, he's doing, in his career, he's even doing better than I am. So, you know, when you're not intimidated, then you do everything in your power to bring up or to encourage a woman to be the best that they can be. So what I would like to leave when it comes to men, because oftentimes, like I think she said earlier, we often see it as an argument or a competition between women and men. No, we need to see men as allies and not enemies. So when you understand that, then the approach with maybe requesting something or trying to get a man to do something for you, it changes. You don't see it from the point of view of you are denying me of what I should have. And that makes it easier for us a lot of times to get better results. Am I saying that we should cower? No. But I'm saying we should be less confrontational. Sometimes you achieve a lot more with that. So I think with that, we would have, when we come to a forum like this, you know, you will notice that some of the things I've been doing, I've been bringing out the figures, and I have a very positive one to reel out to us today. Apparently, in the whole world, globally,
Rwanda is doing best in terms of women in leadership, political leadership. 61% of the seats in the Chamber of Deputies in Rwanda, an African country, is actually made up of women, and 38% of their Senate is women. So that means Africa can truly lead the way. So what we then need to do is to go and find out, how did Rwanda achieve this? It has to be that there's been a lot of education, a lot of discussions, a lot of communications, and making sure that that can actually have positive impact. And with that, we'll get a lot of things done. Absolutely, absolutely true. Thank you so much. All that you said, and leadership endorsement. President Paul Kagame really is putting women as a priority, and with over 50% of the parliament being made of women, that also shows the importance of endorsement at the highest level. And to your point again, about the role of male as allies. Donc à vous tous, messieurs, qui soutenez vos filles, vos épouses, vos collaboratrices, le rôle est extrêmement important, et encore une fois, il s'agit ensemble de servir cette cause, que servir le pays, servir l'économie, et donc votre soutien est absolument indispensable pour pouvoir bénéficier de cette force vive qui représente plus de 50% de la population dans le monde. Merci encore, merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous. Over to you now, Tosin. From your experience in promoting financial literacy, how can these programs be designed to not only empower women, but also to ensure that women are ready and prepared to step into leadership roles? And finally, as a closing remark from your side, what is one key message you would like to leave us with, or to address to all the women listening to us today? So in terms of looking at how we're promoting financial literacy and trying to see more women step into leadership role, we must look at financial literacy from an encompassing way. So we're looking for how they can earn more money and how they can reduce costs. These are also financial literacy components. Now, if you're talking about earning more money, there are certain roles that usually would generate more income for women. So it's very important that they aspire for those leadership roles, especially things like in finance, technology, or even in different fields that they're aspiring for the top role, because then they have the capacity to earn more. Now, what are the ways that we can do it? Number one, representation is very key. McKinsey did a research a couple of years ago just looking at how films, books, literacy depicts leadership roles, and guess what? Less than 30% of leadership roles were actually women, right? So whenever you watch a movie, the male is the doctor, is the leading actors and all of that, you're probably thinking, oh, it's not that important, but it plays a key role. Representation matters. What message are you imprinting in the mind of them? What are you telling them that they can also do it? So besides representation, another thing that we're also looking at is being strategic. So if you're looking at a lot of technology roles, not everybody has to go to institutions or at university to learn them. There are certain courses that take about 2 years, 1 year, and things like that. So we run a technology company, and we've fought in order to be able to aspire that at least 50-50 are team members. So what are organizations doing in the long term to create pathways for women? Also, there's another data that states that women do not apply for roles if they do not meet 80% to 100% of the requirements, right? So, however, men would have applied for if they met just 50% of the requirements. There are certain organizations that put it out there clearly saying women are encouraged to apply. Just going that extra mile, going the extra step, looking for how to target them. So financial literacy and leadership is very, very key, because that will enhance them to earn more money. So in terms of my final words for people, I would always say this: compounding plays a critical role, and us catching people early is very important to us. So whenever we are doing financial literacy, we've taught almost all the universities in Nigeria, because catching them at that early stage plays a critical role. Let me give you an example. If a person starts investing an equivalent of, let's say, $300 every month, by the time they hit retirement, right,
they would be walking away with over $2 million if they started early. If they were to start 10 years towards retirement, they'll be walking away with less than $300,000. So us catching them in their 20s means a lot to us, and we want to catch them early. So compounding and time is a critical component. That's great advice for us all. Thank you so much for sharing that. Hilda, as a woman entrepreneur, what would you advise aspiring female entrepreneurs who are striving to break through similar barriers that you were sharing with us earlier and launch their own business? I need first to advise them to believe in their vision. This is the first thing they should do. They should believe in their vision. They should follow their dream. I wouldn't have been here sitting on this chair if I did not believe in what I'm doing. No matter how life hits, when I fell, which I fell a lot, I called it challenges. I never called it failures. And like Oprah said, she is my icon, as you know. She says, fall forward. When you fall, fall forward. So this is the first advice that I would give. The second advice is network. Network is a very powerful tool for all women. Support other women, give other women. The power of karma exists in every single part of our life. You give, you receive. You do not give, you do not receive. I cherish every forum that I sit and talk because I feel like I owe it to women. I owe it to my society and I owe it to my country. So always network with the right people, always have something. If you learn something, give it. This was very challenging for me because I had to fight to have every information I got. I had to fail to succeed, but I try to make it easy for the next generations. The third thing that I would like to say is educate yourself. Educate yourself with knowledge, read a lot. We're so lucky to have access to all social media, to all papers, to all amazing women and role models. So educate yourself. I want to say to the young entrepreneurs and advise, because I see it very alarming, the social media, as much as it is amazing and inspiring, it reflects entrepreneur as easy and people sitting in the Maldives having cocktails. It doesn't work this way. They show you the last part of the story. I always call entrepreneurship, especially for women, is sweat and blood, but very rewarding. But it's not easy, so you need to know that social media just shows the nice part of the apple. As for the bite, the big bite, it doesn't show it. So just believe in yourself, be strong, and know that people, to be successful, you need to really, really work hard. I need to say for the young entrepreneurs, which I said it, like, I felt like I owe it to women because I've been reflecting. It's nice to talk and we really feel it from inside, but how can we really support less fortunate women, even not entrepreneurs? Not all women have to be entrepreneurs, but I believe strongly that women, to gain confidence, they need to earn money. This is a big part of having confidence. So it's nice to read and it's nice that we talk and it's nice to speak, but in Micha, I decided to help them earn. Help them earn because women are, especially in less fortunate areas and less fortunate women, they are overwhelmed with responsibilities. If men are stressed at work, they say they're pressured at work. If women are stressed at work, they say they're crazy and they're aggressive. So it's a totally different look on the way reaction of men and women. So I decided in Micha to support these women by giving them the ecosystem. So if you are a designer, if you are a handicraft, if you are less fortunate,
we are the ecosystem that back you. So you design and we take it all from there. So you earn money. They need to earn money to build their confidence. And once they earn money and build their confidence, they can be the amazing, or they can discover how amazing they are. So make it easy for them. Have a lot of platforms or businesses that can support the little time even they can give to let them earn money. And to pay it forward. Yeah. Yes, thank absolutely. you so much. Thank you so much for these words of wisdom. Fadi Matou, how can women in aviation and tourism encourage more girls to pursue careers in STEM, and what are some of the initiatives that have worked well in that regard? So, as I earlier said, we have initiatives that have been ongoing because of the increasing demand on qualified manpower. Based on the statistics of 52% of women in the world, we definitely have a lot of girls, young girls in the STEM fields. Now, the challenge we have is having them get the information about the opportunity in the aviation sector. And with my platform, the Young African Aviation Professional Association, we try as much as we can to bring in organizations, mentors that have these opportunities for them to be able to join the industry. But I have an appeal. One of the biggest challenges in Africa is finance. And for the past 10 years, I've been trying, because I'm a social entrepreneur before being a private entrepreneur, and I have been having this big challenge because there is a misunderstanding of the role of aviation in the world, in global. But if we are here, it's because of aviation. If we didn't have aviation, we wouldn't have been here. And if we want to go into the Agenda 2063 of the African Union, talking about promoting intracontinental trade that's given visibility to these micro-entrepreneur women, is to create a platform of exchange where the goods can go from one point to the other. And Africa, for example, is lagging behind with regards to my field. And when we talk about aviation, it's not only the airline. There are the airports also, the facilitation, the cargo. Because if tomorrow I have 10 young girls or 100 girls that are in STEM, because you find them in all other technical fields, but not in aviation. And aviation right now lacks manpower. So we want to get the support of governments to review. So I wish to have an appeal to the Minister of Education who is here with us. We need to have our governments take a real importance in reviewing the approach for the needs of our individual countries. Because we can say whatever we want, but economic development will never go forward without aviation. And when we talk about aviation, we really need to have people, the movement of people and goods from one point to the other. So this is a very important industry. So we need to find a way to give them the opportunity not only to join STEM, because they are all in STEM, but to make special groups to encourage them to get to know more about. And that's where we in our platform have a challenge, because I do all the funding by myself. 1/3 of all my earnings goes into my nonprofit just to raise awareness, create platforms of orientation, because the lack of orientation is what made me go through the different sectors. And since I joined aviation, I sacrificed to try as much as possible to give orientation. So I think that to close this, I will also make an appeal to all the amazing women we have here and the men to make sure you share your experience. You never know who you are inspiring. And we say at YAPA, we inspire the next generation of aviation professionals and leaders. Thank you. Thank you so much. And we also say we rise by lifting each other. And thank you for sharing your experience with us. Excellence, Dr Diène Keita, le mot de la fin. Et pour vous, si vous nous faites cet honneur-là, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de partages, de témoignages qui venaient du cœur et de la réalité terrain. Qu'est-ce que vous retenez de cette conversation et avec quel message clé souhaitez-vous nous laisser aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci Manal. Merci infiniment pour cette conversation. Mon premier message s'adresse au gouvernement, aux personnes qui travaillent pour les gouvernements ici. Il faut avoir des politiques qui sont conséquentes et cohérentes et qui sont englobantes. Il n'y a pas de ministère du genre qui va couvrir toutes les questions liées au leadership féminin. Tous les secteurs gouvernementaux travaillent. En tant que ministre de la Coopération internationale,
c'était mon travail que quand j'allais mobiliser des ressources, je m'assurais que les ministères ayant besoin de ressources pour le genre étaient pris en compte. Ça, c'est mon message pour les gouvernants. Mon message pour les parlements, s'il vous plaît, votez les bonnes lois. Votez les bonnes lois. S'il n'y a pas de loi sur la santé maternelle et reproductive correcte dans un pays, on va avoir un problème. Les femmes n'auront pas le temps de s'occuper d'autre chose. Ça, c'est mon message pour les parlements. Pour les chefs d'entreprise ici qui sont venus pour du B2B, pour chercher des business, etc. S'il vous plaît, dans vos espaces, qu'ils soient grands ou petits, ayez une place pour la care economy. Ayez une place où on puisse allaiter son enfant. Je fais partie de la génération où j'amenais mon bébé avec moi à la maison, où mon mari partait chercher et revenait parce que mon patron me demandait de travailler. S'il y avait un petit coin où j'aurais pu me reposer, non. Il fallait que je l'aie dans mon bureau avec moi, dans sa poussette, et travailler en même temps. Créer l'espace social pour que les femmes puissent s'épanouir et que leurs conjoints puissent venir les rejoindre. Ça, c'est pour les différentes catégories. Pour les jeunes qui sont dans la salle et qui aspirent à devenir des leaders, garçons ou filles dans leur domaine, osez, adressez-vous à des associations de jeunes d'abord et ensuite allez vers plus loin. Et n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux. Utilisez les LinkedIn, Instagram, tout ce que vous voulez qui vous permettent d'attirer et de rejoindre ce que vous voulez. Moi, j'ai un fils de 30 ans qui a un réseau social de 1 600 000 personnes qui le suivent dans le real estate. Et il l'a créé à l'université. Donc, n'ayez pas peur de votre chance, allez absolument vers votre chance. L'autre chose que je retiens, on parle beaucoup de diversité culturelle. Attention, culte et culture sont deux choses totalement différentes. Et l'Afrique est peut-être l'un des continents les plus compacts qui soit, mais on est d'une diversité culturelle et cultuelle qui est énorme. Et on a d'exemples et de modèles à prendre à personne. Je suis une femme musulmane, fière de l'être, qui a été élevée dans le système judéo-chrétien. J'ai fait 7 ans de couvent à Rome. Et fière de ma culture, il faut être fier de là où on vient et accepter ses traditions. Il y a des choses aussi qu'il faut accepter. Il n'y a pas de modèle harmonieux pour tout le monde. Tout le monde ne doit pas s'habiller de la même manière. Tout le monde ne doit pas parler de la même manière. Tout le monde ne doit pas consommer la même chose. Et cette fierté-là est pour moi la chose à retenir et le Médé est un bon environnement pour ça. L'Afrique noire subsaharienne, mais on est tellement différents. J'ai servi sur toutes les parts du continent, d'ouest en ouest. La femme noire est tellement différente l'une de l'autre. Ne parlons pas de la blanche et de toutes les variétés de couleurs qu'il y a au milieu. Je pense que je voudrais terminer sur ça. Merci pour cette opportunité. Et la solidarité, s'il vous plaît. La solidarité commence par laisser le temps aux autres aussi pour prendre leur place et ne pas prendre toute la place. Je vous remercie pour cette opportunité. Merci infiniment à vous, chère madame. Sur ces propos, nous allons clôturer ce panel. Il reste 3 minutes. Le panel devait terminer à 13 h. Je vois bien le compteur dans la régie. Ne vous inquiétez pas, il nous reste 3 minutes pour arriver à 13 h. J'avais promis à la salle de prendre une question. Je voudrais honorer cette promesse. Je vois une question sur la droite. Nous allons prendre 2 questions. Allez, 3 questions et répondre d'un coup à l'ensemble. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de nous annoncer votre nom, de faire une question brève afin d'autoriser les autres aussi à prendre la parole. Merci infiniment. Pas une question, c'est seulement une contribution. Rapide, s'il vous plaît. Rapide. Fouzia Tariq, je suis parmi les fondatrices de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc et aussi vice-présidente et porte-parole d'une grande association africaine internationale qui organise des forums au niveau de toute l'Afrique. On a été en RDC, Congo-Brazzaville, Sénégal, Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, dernièrement, il y a 2 semaines, en Guinée-Conakry. Ce que je voulais dire aussi, tout à l'heure, on disait que par rapport à l'éducation, moi, j'ai fait mes études en France. Au début, mon frère ne m'a pas laissé faire mes études parce que c'était les frères. Au début, parce que aussi je suis musulmane et le frère, la fille ne peut pas aller à l'étranger. Donc, moi, mon objectif, parce que c'est la persévérance. Ce que je dis aux jeunes, c'est la persévérance. Il faut persévérer. Et c'est là que j'ai été en France, j'ai étudié et je suis rentrée au Maroc pour créer 3 écoles supérieures. D'ailleurs, j'ai formé beaucoup de jeunes au niveau de l'Afrique subsaharienne
Et quand je vais dans les forums, je trouve toujours un étudiant, 2 étudiants qui viennent me dire et qui sont dans des postes de décision. Ce que je veux dire aussi, que les femmes marocaines ou des femmes de l'Afrique intègrent la politique, rentrent dans la politique pour avoir des postes de décision. Parce que les postes de décision, ce sont les hommes qui prennent, comment dire, la loi. Ils votent la loi, mais nous, on a notre droit de parler et de faire... Et d'être bien représentés. Voilà. Tout à fait. Et on a créé aussi le Connecting Group. Le Connecting Group, c'est pour aider les femmes qui sont dans le... on a beaucoup de femmes qui ont des compétences. Ils sont dans l'ombre. Donc, il faut les faire sortir. Au niveau de l'Afrique, je suis très contente parce que je vais en Afrique pour l'autonomisation des femmes. J'ai fait du bénévolat pendant 10 ans au Sénégal pour faire sortir des femmes de l'ombre et ils sont maintenant de grandes commerçantes au niveau des États-Unis, de partout, de la Chine, ils vont partout et ça me fait vraiment plaisir. Ça vous honore et ça nous honore également. Merci infiniment à vous. On doit être des mentors parce que nous des mentors pour la nouvelle génération. Et je suis quand même qui fait du bénévolat pour toutes les femmes qui veulent aller de l'avant et je pense que on a le premier incubateur au niveau, on a créé le premier incubateur au niveau du Maroc en 2006. Et donc c'est ça qui a aidé les jeunes filles à créer leurs entreprises. Les jeunes qui sont ici, si vous avez une idée, venez à la FEM. À FEM, nous avons à Tanger, à Rabat, à Casablanca, à Marrakech, partout nous avons la FEM. AFEM, Association Femmes Entreprises. Merci à vous, chère madame. Merci infiniment. Nous allons prendre une question d'un monsieur. Écoutons la perspective de monsieur. Si vous avez une question, puis je vous vois, chère madame. Une question brève, s'il vous plaît. Oui, 3 petites questions très brèves en 3 phrases. Je suis Driss Ferrar, enseignant-chercheur en management et gestion stratégique des entreprises. J'ai écrit un livre sur le leadership. C'est l'occasion maintenant de vous poser cette question. Le leadership est-il né ou acquis? Je vous demande, mesdames, qu'est-ce que vous pensez si toute la Terre était dirigée par des leaders femmes? Est-ce que le monde serait plus pacifique? Il y aura plus d'amour que de conflits. Deuxième question. Sur l'enseignement, l'éducation du Gabon, j'étais au colloque au Gabon. J'ai beaucoup apprécié votre pays. Ma question, dans votre stratégie de l'enseignement, je voudrais vous demander si vous pensez inculquer au ministère de l'enseignement le concept de l'égalité ou de l'équité pour les jeunes. Troisième et dernière question, j'ai apprécié l'intervenante de droite quand elle dit no man is better than the other, c'est-à-dire est-ce que le leadership féminin est proportionnel à la représentativité féminine, 52%, plus tard vous serez, mesdames, 75% dans 50 ans. C'est la Terre et c'est les études qui le préconisent. Madame Renaud, j'ai suivi avec Éric Zemmour. Est-ce que vous êtes contente maintenant, après que Éric Zemmour n'a pas appliqué son féminisme? Est-ce que vous pensez que le mal actuel en France ou en Afrique est le produit de l'éducation de vous-même? C'est-à-dire que les femmes leaders produisent ce que l'état actuel de nos jeunes. Merci, cher monsieur. Merci pour votre question. On va prendre une dernière par là-bas et vous allez m'excuser. Ok, je vois la jeune dame qui insiste. J'honore la persistance et la persévérance. Donc nous allons prendre cette question-là et si vous le permettez, nous en arrêterons là pour prendre les réponses de ces dames. Merci. Alors, merci beaucoup. Je suis Sarhi Yasmine. Je tiens à remercier toutes les intervenantes pour la richesse et la qualité de leur intervention. Ma question est, selon vous, mesdames, quel est le rôle du soutien du conjoint dans la résilience des femmes en général et en particulier pour les mamans entrepreneurs, ainsi dans leur réussite en leadership? Et quels sont, selon vous, les moyens de sensibiliser les conjoints de l'importance de leur soutien dans l'épanouissement des femmes entrepreneurs?
Merci infiniment. Question extrêmement importante. Je vais me tourner vers vous, mesdames, pour recueillir vos réponses. Madame la ministre, souhaitez-vous réagir aux questions? Merci beaucoup. Pour résumer un peu toutes les questions qui ont été posées, je dirais qu'un monde de paix, c'est un monde où les hommes et les femmes vivent en harmonie. On ne peut pas avoir des femmes qui partout dirigent tout dans le monde sans la présence des hommes qui dirigent aussi de l'autre côté. Si les causes des femmes ont évolué, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont pris des décisions pour faire avancer les causes des femmes. Parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas à la table des décisions. Ce sont des hommes qui leur ont donné la place. Et maintenant qu'on nous a donné la place, nous tirons aussi les autres parce que nous devons être les maillons d'une longue et forte chaîne de solidarité. Et les places que on nous donne aujourd'hui ne sont pas assez suffisantes. C'est pour ça qu'il faut qu'on accède à des postes stratégiques, à des postes de décision, qu'on puisse prendre des décisions pour pouvoir faire éclore les talents dont nous parlions tout à l'heure. Donc un monde de paix, c'est un monde où les femmes et les hommes vivent en harmonie et contribuent justement à cet effort pour maintenir la paix. C'est juste reconnaître aussi que les femmes, elles sont médiatrices de paix, elles ont des talents innés. On parlait tout à l'heure, est-ce qu'on le devient, est-ce qu'on en se fait. On a parlé des outils du succès, du leadership, s'acquièrent par les conseils, s'acquièrent par la formation, le développement personnel. Mais il y a des choses qui sont innées. Le management au féminin, moi je pense qu'il faut avoir des qualités qui sont innées. Quand on parle de l'empathie, c'est quelque chose qui est propre à une femme. Quand on parle du sens de l'écoute, c'est la femme qui doit faire attention d'abord à sa maison, à ses enfants, à son foyer. Et c'est important de se dire qu'il faut concilier vie familiale et vie professionnelle pour l'équilibre de la femme. Tout à l'heure, je parlais d'éviter l'épuisement. Quand on parlait des questions de résilience, quand on parlait justement du sens de l'écoute ou de la négociation. Parce que si une femme n'est pas bien dans sa cellule familiale, elle ne sera pas productive. Il faut qu'elle puisse prendre soin d'elle, il faut qu'elle puisse prendre soin de sa famille et elle puisse donner le meilleur et transmettre son savoir-faire. Et je voudrais terminer en parlant des inégalités. On parlait de, tout à l'heure, égalité ou équité. Je dirais qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. On a besoin de ces questions d'égalité, égalité des sexes, de genre. Mais on doit également parler de l'équité parce qu'il s'agit là d'une question de justice sociale. C'est vraiment très important de pouvoir intégrer tout cela pour résoudre les inégalités à travers le monde. Et tout à l'heure, on parlait du soutien du conjoint. Moi qui vous parle, j'ai fait toutes mes classes avant d'être ministre. J'ai commencé conseiller adjoint, conseiller plein, conseiller chef de département, conseiller spécial chef de l'État, ministre délégué, ministre plein. C'est faire tout pour avoir une carrière aussi progressive. C'est parce que derrière, il y a un homme qui me soutient. Moi-même, je suis l'enfant d'une grande fratrie, 23 frères et sœurs. Je suis parmi les Benjamins. Ma mère a tout laissé pour m'accompagner pour faire mes études en France. Et j'ai eu un mari exceptionnel qui m'a laissé faire mes études. Aujourd'hui, je totalise 6 diplômes des meilleures universités et écoles. Mais pour faire ça, j'ai été à la fois maman et femme, maman et étudiante, maman et femme qui travaille. Et dans la salle, il y a mon fils qui m'a accompagnée. Et quand j'étais en formation, chaque fois que je gagnais un diplôme, ce sont mes enfants qui disaient « on a gagné ». Parce qu'ils étaient sur mes genoux quand moi j'ai étudié. Donc on doit pouvoir tenir compte de tout ça pour avancer dans la vie. Il faut chercher les équilibres. On ne peut pas défendre les autres sans pouvoir balayer dans sa maison et faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie. Donc oui, nous devons avoir le soutien de nos conjoints, mais on doit aussi éviter les relations toxiques. Quelqu'un qui vous tire vers le bas, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Quelqu'un qui vous rabaisse en permanence et qui ne reconnaît pas vos talents, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Pour aller de l'avant, il faut regarder tous les deux dans la même direction. Et je vous souhaite vraiment, dans vos familles, que Dieu bénisse vos familles et veille sur vous et vos conjoints pour vous permettre d'éclore les talents qui sont en vous. Merci infiniment, Madame la Ministre. Un hommage à tous les conjoints qui soutiennent leurs femmes. Et mesdemoiselles, c'est un choix extrêmement important, donc choose wisely. Madame Moreno, vous avez été interpellée. Oui. Alors d'abord, je voulais dire, Madame Fouzia est partie? Ah, c'est dommage, parce que... Mais bon. Monsieur... C'est enregistré, donc... D'accord. Non, je voudrais simplement lui dire que c'est merveilleux ce qu'elle fait et que justement le sujet que nous voulons adresser avec Adwin, African Descendant Women in Network, c'est justement aller dans tous les coins d'Afrique, pas seulement francophones, mais francophones, anglophones, lusophones,
les Africaines de la diaspora dans tous les continents. Et c'est ça, parce que le monde est global et donc il faut aller partout, parce que partout nous avons des talents, des pépites, et c'est en mettant ensemble nos forces et nos compétences et nos expertises et nos réseaux que nous pouvons être encore plus grandes. Pour répondre à monsieur, je vais vous répondre sur deux sujets. Est-ce que le leadership est féminin ou masculin? Est-ce qu'on peut naître un leader ou pas? Parce que c'est surtout ça votre question, et sur le point d'Éric Zemmour. Je pense que quand on regarde dans la cour d'une école, dès la maternelle, on se rend compte qu'il y a des enfants qui attirent plus d'autres enfants que d'autres. On voit dans les dynamiques, on voit les petits garçons qui vont dire « viens, on va faire ça, on va faire ça ». On voit les petites filles qui rassemblent autour d'elles là. C'est vrai. C'est vrai. Et je pense donc qu'il y a des personnes qui ont des appétences, des capacités, peut-être naturelles. Mais aujourd'hui, après 30 années de leadership, alors que je n'y étais absolument pas préparée, aucun de mes parents ne sait lire ni écrire. Aucun de mes parents n'aurait pu imaginer que j'aurais la carrière que j'ai. Aucun de mes parents ne m'a préparé à être un leader. Donc je suis convaincue, et vous avez beaucoup de modèles autour de cette table, de femmes qui ne sont pas nées leaders. Elles le sont devenues. Donc je pense que le leadership est quelque chose qui s'apprend, et ça n'est pas que mon expérience. Il y a énormément d'études, et monsieur, vous avez fait de la recherche, et je suis sûre que vous avez la réponse à votre propre question. Je crois que le leadership est quelque chose qui s'apprend, et il y a des personnes qui l'ont naturellement. Mozart est un artiste reconnu mondialement. Il avait un talent, mais peut-être aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas nés avec ce talent de musicien, et qu'ils le sont devenus. Et je suis intimement convaincue que tout dans la vie s'apprend. D'ailleurs, il y a une règle qui dit que si vous voulez vraiment apprendre quelque chose et que pendant 5 ans, tous les jours que Dieu fait, vous passez 15 minutes sur ce sujet, à apprendre quelque chose sur ce sujet, au bout de 5 ans, vous devenez l'une des personnes les plus expertes sur le sujet de la planète. Alors au lieu de passer votre temps sur TikTok, Instagram, blablabla, les réseaux sociaux qui sont, comme madame le disait tout à l'heure, il y a du bon et il y a du mauvais, s'il y a un sujet qui vous passionne tous les jours, 15 minutes, et vous deviendrez en 5 ans le plus grand expert de ce sujet. Et sur Zemmour, d'abord, évidemment que je suis contente qu'il se soit pris une pâtée aux élections, évidemment, parce qu'il transmet des valeurs qui sont absolument terribles. Et je vais combiner avec votre question de savoir si on n'avait que des femmes qui dirigeaient le monde. Je rejoins Madame la Ministre. Nous, on sait trop ce que c'est que d'être dominé. Notre objectif, ce n'est pas de dominer. Notre objectif, c'est de faire en sorte que notre monde soit plus équilibré et plus harmonieux. Moi, je ne me bats pas pour que les femmes aient le pouvoir. Je me bats pour que le pouvoir soit plus équilibré, parce que les femmes sont les femmes, les hommes sont les hommes, on ne voit pas le monde de la même manière, on ne réfléchit pas de la même manière, mais ensemble, on peut devenir imbattable. Et je suis convaincue qu'à côté de chaque grande dame, il y a un grand monsieur, et à côté de chaque grand monsieur, il y a une grande femme. Parce que la seule manière de réussir, et en particulier dans les couples, c'est de se respecter et de se tirer collectivement vers le haut. Et ça n'est pas du tout ce que prêchait M. Zemmour, et je suis très contente qu'il n'ait pas été entendu. Mais ça ne veut pas dire, il y a des femmes qui portent des idées qui ne sont pas très positives. Madame Le Pen, qui, à chaque fois, depuis plusieurs années, arrive au deuxième tour des élections, je ne suis pas certaine qu'elle aurait des valeurs qui soient celles qui rassemblent, qui réunissent et qui ne divisent pas et ne fracturent pas. Et Madame le disait très bien tout à l'heure, il faut que les femmes aillent en politique parce que les lois, c'est là qu'elles se votent et les lois aident à faire avancer la société quand les hommes ne sont pas prêts à le faire. Et Madame la jeune femme qui disait le rôle des femmes et des hommes dans les couples, c'est exactement ça. Je pense que Madame la ministre le disait, quand on aime, quand on respecte, et beaucoup de femmes que j'ai rencontrées qui ont réussi m'ont dit ça quand je leur disais c'est quoi la recette du succès, elles me disaient mon père m'a dit que je pouvais tout faire et tout réussir. Ma mère m'a dit que je pouvais tout faire et tout réussir et que si je tombais, elle me ramasserait. Et mon mari est mon meilleur allié. Si on arrive à faire ces 3 choses-là, le monde ira tellement mieux. Merci infiniment, Madame Morini. Nous allons clôturer avec vous, Docteur Diane Keita. Le mot de la fin est pour vous. Merci.
Pour l'enseignant, votre rôle est tellement important, monsieur le professeur, est tellement important. L'image et l'enseignement que vous allez faire passer dans les écoles de management peut influencer le monde équilibré dans lequel ce séminaire se déroule. Merci d'être là, merci d'être resté jusqu'au bout. C'est le message que j'ai pour vous. Vous avez les réponses à vos questions, mais continuez à titiller vos élèves pour qu'ils puissent justement y répondre et que vous puissiez orienter leur vue. Pour la jeune dame qui a posé la question, la vie se construit à deux, se construit autour de soi, se construit avec les amis, donc parlez, exprimez-vous dans la façon qui correspond à votre environnement culturel et culturel. Essayez de bâtir avec votre conjoint, avec vos aînés, et essayez d'apprendre pour pouvoir aller vers la vie qui va vous ressembler. Nous sommes tous, les 8 milliards d'habitants que nous sommes tous très uniques. Nous sommes tous très uniques. Et nous avons tous quelque chose et d'infinies possibilités. Donc vous construirez votre histoire en discutant autour de vous, en apprenant avec votre conjoint pour aller de l'avant. Et je remercie toutes les personnes présentes. Merci Manal. Et merci infini à vous, mesdames, pour le partage de votre expérience, pour cette séance extrêmement inspirante. Merci à vous, chère audience. Vous avez investi plus de 2 heures de votre temps avec nous et nous vous remercions pour cela. Je vous demande de les applaudir extrêmement fort. Merci à vous. Je vous invite à venir prendre une photo de groupe en souvenir de ce moment. Merci encore et très bonne fin de journée à vous. Merci.